Lorsque l'on parle de filiation patrilinéaire, on parle d'une transmission du père à ses enfants de certaines caractéristiques. Par exemple, en France, le nom de famille a longtemps été transmis selon une filiation patrilinéaire. Le nom de famille s'appelait d'ailleurs patronyme. Jusqu'en 1927, la nationalité se faisait également par filiation patrilinéaire. Seuls les pères français pouvaient transmettre leur nationalité française à leurs enfants. Avant cette date, les enfants nés de mères françaises et de pères étrangers étaient considérés comme étrangers. Lorsque l'on parle de filiation matrilinéaire, on parle d'une transmission de la mère à ses enfants de certaines caractéristiques. Par exemple, l'exemple le plus frappant est certainement l'appartenance au peuple juif qui se transmet patrilinéaire, uniquement par la mère. Le nom de famille s'appelait d'ailleurs un enfant né d'une mère elle-même juive. Jusqu'en 1927, la nationalité se faisait également l'inceste et l'interdiction d'avoir non seulement des relations sexuelles, mais également de se marier avec des parents trop proches. La définition de ce qu'est un parent trop proche peut être tout à fait différente d'une culture à l'autre. Mais en général, les sociétés humaines interdisent les alliances entre les ascendants et les descendants, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les enfants, ou bien les frères et sœurs. Il faut savoir par exemple qu'en France, le mariage entre cousins est tout à fait possible. La loi française prévoit également que l'enfant né d'un inceste ne peut pas être reconnu par ses deux parents, c'est-à-dire, en général, il ne sera reconnu que par sa mère. Et on considère que laisser le père reconnaître son enfant, ce serait valider l'inceste qui est totalement interdit. L'exogamie, c'est l'inversion de l'endogamie. Non seulement des relations sexuelles, mais également de se marier avec des parents trop proches. Et de toute manière, au moins la définition de ce qui est un parent trop proche, dans certaines sociétés matriarcales, d'une culture, les femmes doivent choisir leur mari. Mais en général, les sociétés humaines interdisent les alliances entre les ascendants. Les femmes doivent se marier avec des hommes qui viennent tous de villages différents. Ou bien les frères et sœurs. Les règles d'alliance peuvent à la fois être exogamiques, c'est-à-dire je me marie avec quelqu'un d'un autre village. La loi française prévoit également que l'enfant né d'un inceste ne peut pas être reconnu par ses deux parents, la même religion. C'est-à-dire, en général, il ne sera reconnu que par sa mère. L'exogamie, c'est l'inverse de l'endogamie. Laisser le père reconnaître son conjoint hors de valider l'inceste religieux. Et de toute manière, au moins hors de sa tendance à marier avec un musulman. Dans certaines sociétés matriarcales, les femmes doivent choisir leur mari dans un autre village. Je me marie, et même quelquefois, les femmes doivent se marier avec des hommes qui viennent tous de villages différents. J'aurais tendance à me marier. Les règles d'alliance peuvent à la fois être exogamiques, c'est-à-dire je me marie avec quelqu'un d'un autre village, avec des princes. Mais endogamique, par exemple, endogamie par rapport à quelqu'un qui a la même religion. Par exemple, si je viens de telle région de France, eh bien, j'aurais tendance à me marier avec quelqu'un qui vient de cette région-là, pour les simples et bonnes raisons que c'est plus facile pour moi que de le rencontrer que quelqu'un qui habitera à l'autre bout de la France. Les différents types de familles sont l'expression de l'adaptation de la famille aux conditions de vie. Ce qui est considéré comme normal varie d'un milieu à un autre en fonction de notre cadre de référence et de nos valeurs. Par exemple, pendant longtemps en France, la famille étendue du monde rural était la norme. Aujourd'hui, on trouve presque bizarre des familles qui vivent et travaillent ensemble, comme les familles d'immigrés chinois. A l'inverse, la famille monoparentale était dénigrée, sauf en cas de veuvage. Les mères célibataires étaient appelées des mères-filles et regardées de travers. Aujourd'hui, ce genre de famille ne pose plus de problème à personne. Vous avez ici un graphique qui montre l'évolution de la fécondité entre 1910 et 2012. La première courbe qui est en rouge trace le nombre de naissances chaque année, donc entre 1910 et 2012. Vous lisez l'échelle sur votre droite. La deuxième courbe qui est en vert a une échelle qui est sur la gauche et qui retrace le nombre d'enfants par femme. On observe que au moment des guerres, entre 1914-1918 et entre 40 et 45, une forte chute de la natalité et du nombre d'enfants nés par femme, et puis ensuite une augmentation quand on est dans la période de paix. La tendance générale est effectivement à la diminution du nombre d'enfants par femme, puisqu'on est à peu près à 2 en 2012. Mais étant donné l'augmentation de la population, le nombre d'enfants qui naissent tous les ans est autour de 800 000 environ.
L'incapacité juridique est une notion de droit. Les personnes qui sont des incapables juridiques n'ont pas la possibilité de conclure des contrats. Jusqu'en 1938, les femmes étaient donc dans l'incapacité de signer des contrats, c'est-à-dire de signer un contrat de travail, de vendre un bien qui leur appartient, ou même d'aller faire un achat. Aujourd'hui, les incapables sont les mineurs et les majeurs protégés sous tutelle ou sous curatelle. Le droit prévoit cette incapacité afin de protéger les personnes vulnérables contre les abus. Autrement dit, les femmes étaient considérées comme suffisamment vulnérables pour ne pas être capables de signer des contrats, jusqu'en 1938. Lorsqu'on se marie, si on ne choisit pas de régime matrimonial particulier, on est soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, c'est-à-dire que tout ce que chacun possédait avant le mariage reste sa propriété personnelle, ainsi que toutes les donations et les successions que la personne récolte, entre guillemets, même pendant la durée du mariage. En revanche, tout ce que les conjoints gagnent, leurs revenus, tout ce qu'ils achètent ensemble, tous les emprunts qu'ils prennent, sont considérés comme communs. On peut choisir d'autres régimes matrimoniaux en passant devant un notaire pour écrire le contrat, comme par exemple la séparation de biens, où là chacun est tout à fait responsable uniquement de ses biens. En 1985, la réforme des régimes matrimoniaux assure la véritable égalité entre hommes et femmes, puisque pour la première fois, les femmes peuvent gérer elles-mêmes leur patrimoine, ce qui n'était pas le cas avant, puisque c'était le mari qui gérait, même si ça n'était pas sa propre propriété. Un enfant naturel est tout simplement un enfant qui est né de parents qui ne sont pas mariés. Un enfant adultérin, en revanche, est un enfant né de deux personnes dont au moins l'une d'elles est mariée, mais avec quelqu'un d'autre.